Alors, suite à un référendum populaire, depuis le 1er janvier de cette année, la vente de cannabis est devenue légale au Colorado. Il suffit d'avoir plus de 21 ans pour pouvoir se procurer au maximum 28 grammes de cannabis par achat. Une légalisation totale qui est une première dans le monde, un exemple qui sera bientôt suivi par l'Uruguay et par l'État de Washington aux États-Unis. Avant d'en parler avec nos deux invités, les explications de nos confrères de France 3. Sean, ça fera $59,74. C'est le premier achat légal de cannabis à des fins récréatives aux États-Unis. Ce vétéran de 32 ans peut désormais s'approvisionner sans ordonnance dans le Colorado. Cela soulage mes symptômes de stress post-traumatique. Je préfère le cannabis aux médicaments comme les benzodiazépines. C'est moins dangereux. La vente est réservée aux clients de plus de 21 ans dans la limite de 28 grammes pour les habitants du Colorado et de 7 grammes pour les non-résidents. Gâteaux, confiseries, savons, huiles, lotions, les amateurs de marijuana ont l'embarras du choix. On a gagné. Je suis tellement fière du Colorado. En taxant les ventes de cannabis à 25%, le Colorado mise sur de substantielles recettes. Le marché est estimé à plus de 500 millions de dollars par an. Les associations, elles, saluent la fin du trafic et de la répression. Depuis des décennies, les bénéfices allaient au marché parallèle et aux cartels. Eh bien ça, c'est terminé. L'expérimentation de la prohibition de la marijuana a radicalement échoué, tout comme la prohibition de l'alcool. Dans quelques mois, l'État de Washington, dans le nord-ouest du pays, fera de même. Si le cannabis reste une drogue illégale aux yeux de la loi fédérale, l'administration Obama a promis de laisser une marge de manœuvre aux États. Alors, pour débattre du cannabis, deux invités avec nous sur ce plateau. D'abord, Laurent Appel, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes coordinateur de l'association ASUD, qui est l'autosupport des usagers de drogue. Et vous avez publié « Faut-il dépénaliser le cannabis ?» aux éditions Le Muscadier. Une question à laquelle vous répondez oui, mais pas seulement, on va y revenir tout de suite. Alors, en face de vous, le docteur Bertrand Lebeau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin addictologue à l'hôpital de Montfermeil, c'est en Seine-Saint-Denis, et vous êtes entre autres partisan d'une dépénalisation du cannabis pour un usage thérapeutique, mais pas seulement, on va y revenir aussi. Alors Laurent Appel, d'abord dites-nous en deux mots pourquoi vous êtes favorable non seulement à une dépénalisation du cannabis, mais même à une légalisation du cannabis, qui n'est pas tout à fait pareil. Non, parce qu'on ne pourra pas remplacer les emplois du marché illégal du cannabis si on fait une simple dépénalisation. Dépénaliser, il faut rappeler que c'est simplement l'abandon des poursuites pénales, tandis que légaliser, c'est vraiment autoriser la vente et même, je dirais, la production, j'imagine. Absolument. La régulation du marché passe par la production, la distribution et le contrôle de la consommation. Le contrôle de la consommation, on le voit bien au Colorado, c'est réservé aux moins de 21 ans. C'est comparable à l'alcool là-bas. On pourrait imaginer une mesure comparable à 18 ans, ici. C'est réservé à des gens pouvant présenter une pièce d'identité. Différentes choses sur lesquelles on établit un contrôle. Donc ça, il vous semble que les garanties sont respectées au Colorado. C'est ce qui va se passer au Colorado, ça vous va? Au Colorado, la production est entièrement contrôlée, depuis la graine jusqu'à la délivrance, jusqu'à l'herbe qu'on voit dans les pots derrière vous. Tout est absolument sous contrôle à tout moment pour éviter l'évasion vers le marché noir, mais aussi pour vérifier que ces produits répondent à des normes de qualité, ce qui n'est absolument pas le cas des produits du marché noir. Le cannabis deviendrait une sorte de produit comme le tabac. Le cannabis deviendrait effectivement un produit dont la vente serait sous contrôle d'une autorité de tutelle. Elle existe au Colorado. On pourrait imaginer une agence du cannabis, c'est d'ailleurs ce que je propose dans mon livre, qui aurait la gestion de licences de cannabistro, qui serait chargée depuis la production, de cannabistro, qui serait chargée depuis la production jusqu'à la consommation, de gérer de manière sécuritaire, ça j'insiste beaucoup là-dessus, à la fois en termes de sécurité sanitaire des produits, mais aussi en termes de sécurité du marché. Actuellement, le cannabis génère énormément de violence. On le voit en France, on le voit au Mexique, on le voit aux États-Unis. On va parler de l'aspect sécuritaire juste après. D'abord, docteur Lebeau, vous n'êtes pas favorable à une légalisation totale du cannabis ? En tout cas, je suis favorable aux expériences qui sont menées actuellement et il faut comprendre qu'on est dans un contexte particulier. La prohibition du cannabis a échoué. Le premier objectif de la prohibition d'une drogue, c'est de faire en sorte que le moins de gens, éventuellement personne d'ailleurs, que le moins de gens en consomment. Avec le cannabis, manifestement, donc, cet objectif... Le système actuel, par exemple en France,
ne fonctionne pas, n'est pas satisfaisant. Mais à peu près, si vous voulez, on le dit ou on ne le dit pas, mais à peu près tout le monde est d'accord sur le fait que la prohibition des drogues en général est plutôt globalement un échec. Alors c'est vrai que le fait que par exemple l'Uruguay soit tout à fait impliqué dans cette affaire ne tient pas du hasard, parce qu'en Amérique du Sud, d'une manière générale, la violence que Laurent Appel évoquait il y a un instant, la violence liée au trafic a pris des proportions effrayantes. Elle est moins liée d'ailleurs au cannabis qu'à la cocaïne, si on pense au Mexique, mais en tout cas, disons, la violence liée au trafic, c'est un des effets néfastes de la prohibition, a atteint des sommets qui sont pas tolérables. Alors c'est pas tout à fait pareil, parce que au cas d'Uruguay, c'est le président qui a décidé de faire adopter par le Sénat et la Chambre de l'Uruguay cette légalisation du cannabis, alors qu'au Colorado, c'est un référendum populaire, comme j'ai tout à l'heure, qui a décidé ça. C'est pas la même. Il y a plus d'électeurs qui ont voté pour le cannabis que d'électeurs qui ont voté pour Obama au Colorado. Ça donne quand même une idée de la popularité. Il y a un sondage qui dit d'ailleurs que 58% des Américains seraient favorables à une légalisation. C'est 2% par mois à peu près actuellement supérieur. On verra comment la réalité, puisque maintenant on est rentré dans ce que les Américains appellent le for real, pour de vrai. On n'est plus dans l'expérimentation, donc on verra comment ça se comportera dans les prochains mois, mais pour l'instant c'est très favorable. Bertrand Lebeau, vous êtes médecin. Une question aux médecins. Quelles sont les conséquences du cannabis? Est-ce que le cannabis est une drogue, je dirais, on dit souvent, on fait la différence entre les drogues douces et les drogues dures. Est-ce que le cannabis est une drogue douce, disons, tolérable et sans trop de conséquences pour le corps humain? Écoutez, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur cette question. Ouais. Mais il y a de plus en plus de personnes qui considèrent que le cannabis est une drogue dont les dangers sont limités, sont en tout cas certainement très inférieurs à ceux de l'alcool. Mais il y a quand même une dépendance. Il y a une dépendance psychologique. Il y a une dépendance psychologique, ça c'est le cas de toutes les substances. Mais disons, les quelques problèmes tout à fait réels que pose le cannabis, on les connaît bien, ils ont été parfaitement identifiés. Le premier, c'est celui des consommations très précoces. C'est vrai qu'un des phénomènes majeurs de ces 20 dernières années, en tout cas en Europe, c'est le fait que l'âge de début de consommation a beaucoup avancé. Donc, malgré la prohibition, elle n'a pas du tout empêché ça. Et donc, il y a des jeunes qui commencent à fumer à 12-13 ans. C'est évidemment pas une bonne idée. Ce qui veut dire que ça peut les entraîner aussi à passer à d'autres drogues par la suite. C'est ça la question, souvent? Éventuellement, mais si vous voulez, ce que les études montrent, c'est que les jeunes qui consomment du cannabis sont aussi ceux qui fument du tabac et ceux qui consomment de l'alcool. Et ça a l'air souvent, d'ailleurs, cannabis et tabac vont ensemble. Cannabis et tabac vont ensemble, mais ce qui est plus embêtant, c'est que cannabis et alcool peuvent aller ensemble, et c'est en particulier embêtant, ça pose un problème en tout cas, pour ce qui concerne la conduite de véhicule, par exemple. Mais il ne faut pas oublier que un des principaux dangers de la prohibition, c'est que les substances qui circulent sur le marché clandestin, elles sont d'une composition totalement erratique. Il y a 2 ou 3 ans en France, il y avait eu une alerte sanitaire, il y avait du cannabis qui circulait avec de la poudre de verre, pour évidemment en augmenter le poids. Donc ça plaide en faveur de légalisation, puisque là pour le coup, ça devient une substance vraiment dangereuse. Mais parce qu'on pourrait mieux contrôler, évidemment, si le cannabis était légalisé, on pourrait contrôler la qualité du produit. On pourrait aussi mieux éduquer au bon usage. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Plutôt que de nier l'usage du cannabis, y compris chez les jeunes, mieux vaudrait essayer d'éduquer à un meilleur usage, essayer d'éduquer à la réduction des risques. On a vu pour d'autres drogues, et notamment l'héroïne, que la réduction des risques avait été un succès, était une politique sanitaire efficace. La réduction des risques, c'est accompagner à un meilleur usage et éviter, réduire les dangers directs de la prise de la substance. Par exemple, inciter les gens à ne pas mélanger le cannabis avec du tabac, inciter les gens, on a vu dans le reportage que beaucoup de préparations alimentaires étaient disponibles au Colorado, c'est fait pour inciter les gens à manger du cannabis et non pas à le fumer, mais quand on mange du cannabis sans savoir le pourcentage de principes actifs qu'il y a dedans, on risque des surdoses involontaires. Donc là aussi, ça plaide pour une légalisation, parce qu'au Colorado, ils savent exactement ce qu'il y a dedans, c'est marqué sur l'emballage. On ne peut pas vendre un gâteau avec du cannabis dedans sans marquer les pourcentages de principes actifs sur l'emballage du gâteau. Exactement comme pour tout produit légal, tout produit régulé sur un marché. Enfin, légal, en tout cas contrôlé aussi. Il faut qu'il soit contrôlé. C'est le cas. Au Colorado, il y a un cahier des charges pour cultiver du cannabis, un cahier des charges pour extraire le cannabis pour mettre dans les gâteaux, un cahier des charges pour faire les gâteaux. Tout ceci répond à un cahier des charges très strict et très précis auquel ne répond pas le marché noir. Et quand on parlait de la violence, et on disait que la cocaïne était supérieure en termes de violence, non, c'est faux. Ce qui prend le plus de place à cultiver, à transporter, c'est la marijuana. Et y compris dans les cartels mexicains, y compris sur la frontière mexicaine et américaine, la grande majorité de la violence est générée par le marché de la marijuana. Et au Colorado, pourtant c'est loin du Mexique, un des arguments majeurs de la campagne... marijuana qui est une forme de cannabis. Ouais. Absolument, qui est le nom mexicain du cannabis. Ouais. Et donc au Colorado, un des arguments majeurs de la campagne avait été couper les sources de financement aux gangs mexicains. Ouais.
On parle beaucoup en France de médecine, on s'adresse à des gens comme Bertrand Lebeau, à des médecins. Au Colorado, on a parlé de construire des écoles, on a parlé de réfection des routes, on a parlé de couper l'herbe sous le pied aux gangs, on a parlé d'arrêter le blanchiment de l'argent à des niveaux qui corrompent les plus grandes banques américaines. La Wells Fargo, par l'affaire Wachovia, a été corrompue pour des centaines de milliards de dollars de blanchiment. Ça a beaucoup choqué les Américains. Il faudrait regarder les banques européennes, mais on trouverait peut-être les mêmes affaires. Donc il y a eu un vrai débat social et non pas un débat seulement sanitaire. Vous dites la légalisation, c'est aussi la transparence de tout ça. Absolument. Oui. La légalisation, c'est aussi lutter contre le risque démocratique lié à ces mafias. Ces mafias prennent énormément d'influence. En France, on se contente trop de parler des aspects thérapeutiques, de l'aspect médical, de la drogue et du cannabis en particulier, et pas assez de ces questions économiques, sociales, de santé. C'est clair, la France n'est pas à la tête de ce mouvement, mais il me semble tout de même que les lignes bougent un peu. Et elles bougent, à mon avis, dans 3 domaines. D'abord, l'opinion publique évolue. Les derniers sondages qui peuvent être faits par différentes structures, y compris par un organisme public qui s'appelle l'OFDT, l'Office français des drogues et des toxicomanies, montrent que il y a vraiment une évolution sur cette question. De plus en plus de Français, 60% dans la dernière étude, sont d'accord pour qu'on puisse avoir un accès éventuellement contrôlé au cannabis. Les responsables politiques commencent à se mouiller, certains. Je pense à Cécile Duflot, à Vincent Peillon, qui ont fait savoir manifestement qu'ils étaient en désaccord avec la ligne du président de la République. Et puis, il y a eu quand même une ouverture sur le cannabis thérapeutique. Marisol Touraine, la ministre de la Santé, a pris les dispositions qui vont permettre à la France d'avoir en tout cas au moins un médicament issu du cannabis. Encore un mot à vous, docteur, sur les conséquences, on n'en a pas parlé tout à l'heure, sur le cerveau. Est-ce que le cannabis peut avoir un impact sur le cerveau humain? Alors, vous savez, il y a cette fameuse étude, je suis désolé. Il y a cette fameuse étude que je ne peux pas résumer en 2 mots, mais une étude néo-zélandaise qui semblerait montrer que chez les consommateurs précoces de cannabis, 20 ans après, il y a une perte relativement importante du QI. Cette étude... 500 personnes, 15 fumeurs de cannabis. Méthodologiquement, elle vaut rien, cette étude. A été critiquée, etc. Mais il y a une vraie inquiétude sur cette question. Ouais. Ce qu'on peut dire, c'est que... Non, tout à fait. Ce qu'on peut dire, c'est que... Il y a une petite proportion, très petite proportion, ça fait tout de même souci, de personnes qui entrent dans la maladie mentale après avoir consommé du cannabis. Ça ne veut pas dire que le cannabis est la cause. Ça veut dire que le cannabis est probablement le révélateur de troubles qui existaient et qui auraient pu, avec ou sans cannabis, se manifester. C'est une histoire de bon sens. Excusez-moi, c'est une histoire de bon sens. La consommation de cannabis a décuplé, mais été multipliée par 100. Le cannabis est partout actuellement. Il n'y a pas la queue devant les services psychiatriques de tous les hôpitaux. S'il y avait un lien de causalité direct entre du cannabis fort et des accidents psychiatriques, on le verrait tous les samedis devant les asiles. C'est pas le cas. Merci à tous les deux. Merci Dr Lebeau. Merci Laurent Appel d'avoir participé à ce débat sur le cannabis. On vous retrouvera sûrement plus tard parce que le débat n'est pas terminé, surtout en France. Merci à vous deux.